Alors, comment protéger ses proches face aux aléas de la vie? Quels sont les outils qui permettent d'assurer une transmission la plus fluide possible? Et puis surtout, comment structurer son patrimoine pour que chaque membre de sa famille bénéficie de manière équitable de ce que l'on souhaite leur transmettre? Mais dans un environnement juridique et fiscal qui est quand même en constante évolution et nappé d'un peu de brouillard, vous allez voir qu'il existe une multitude de dispositifs pour anticiper sereinement, c'est ça l'objectif de cette vidéo, anticiper sereinement sa transmission. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barret, avocat associé au sein du cabinet Yards. Protéger ses proches, c'est souvent, d'ailleurs heureusement, c'est une priorité absolue, notamment dans une succession. On prend le problème par quel bout? Si vous laissez vos enfants se débrouiller, ça ne se passera pas bien. Donc il y a plusieurs mécanismes pour procéder à cela. Et vous avez un outil qui est particulièrement utile et efficace, c'est le mandat à effet posthume. Pendant des années en France, on n'avait pas le droit à ça, c'était nos pays voisins le faisaient, notamment la Suisse. Et donc c'est un dispositif qui permet de désigner une personne de confiance avant votre décès, pour gérer certains aspects de la succession. C'est particulièrement utile lorsque les héritiers sont mineurs, quand ils sont vulnérables, un enfant handicapé, ou simplement parce qu'ils ne sont pas du tout préparés à une gestion de patrimoine, ou parce qu'ils ne s'entendent pas depuis très longtemps. Donc, dans le cas d'une entreprise familiale, le mandataire pourra assurer la continuité de la gestion jusqu'à ce que les héritiers soient en mesure de prendre leurs décisions. Le mandat, il doit être établi devant notaire, et motivé par un intérêt sérieux. C'est l'intérêt familial, on le voit, c'est sérieux, comme la protection d'un enfant mineur ou même la gestion d'actifs professionnels, donc des choses sérieuses. Sa durée, elle est généralement de 2 ans, mais elle peut prolonger jusqu'à 5 ans. Donc il faut trouver un mandataire compétent et c'est une mission qui peut s'exercer avec rigueur et qui fonctionne bien en général. Et lorsqu'il s'agit d'héritiers mineurs, il y a d'autres solutions possibles? Le tiers administrateur, donc évidemment quand on a des mineurs, d'abord ils sont soumis parfois à des effets de cour, à des tensions, donc il faut les protéger contre ça. Et ensuite ils sont pas au fait des choses. Donc le tiers administrateur, c'est une solution simple aussi, qui est efficace. Elle permet de nommer une personne cette fois-ci de confiance, autre que les parents, pour gérer les actifs des mineurs. Et parce qu'on peut avoir des parents et des mineurs, donc des biens par exemple qui viennent de grands-parents. Eh bien ces tiers vont participer aux assemblées générales, ils vont percevoir les dividendes, ils vont voter au nom des enfants, et c'est un outil précieux, peu utilisé à tort, et qui garantit une gestion souple et professionnelle des biens. Et si l'on souhaite protéger son conjoint, quelle solution vous préconisez, vous recommandez? Alors déjà, vous le savez, entre conjoints en cas de décès, le droit de succession 0. C'est déjà un élément de protection. Ensuite, ça implique de repenser son système matrimonial. Une option simple, c'est de passer d'un régime de séparation au régime de communauté à un régime de communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, au moment du décès, tout revient à l'autre sans fiscalité aucune, comme s'il était propriétaire dès l'origine. On peut aussi jouer en ayant une clause de préciput qui va permettre au conjoint survivant de prélever certains biens communs, par exemple la résidence principale. Ça offre une grande liberté au conjoint, notamment pour gérer ou vendre ses biens sans l'accord des enfants. Enfin, la donation au dernier vivant, c'est celle qui permet d'avoir une répartition, vous savez, entre un quart en pleine propriété pour la pleine propriété ou l'usufruit sur la totalité. Donc là, vous avez un élément de souplesse qui vous permet de gérer. Est-ce qu'il y a certains actifs, on pense notamment aux actifs un peu plus complexes, comme les crypto-monnaies, qui sont plus compliqués à transmettre ou pas? On met toujours à deux mains quelque chose que l'on sait qu'on doit faire. Et dans le cas des crypto-monnaies, c'est le défi parce que les crypto-monnaies, c'est une formule. C'est comme les œuvres d'art digitales. Où est la formule ? Et vous n'avez pas dit à vos enfants où était la formule, et on peut perdre ces crypto-monnaies, ça arrive. Donc il faut mentionner l'existence des crypto-monnaies dans un testament et y indiquer si possible les moyens d'accès, les formules, les clés privées, sans compromettre la sécurité. Alors c'est assez rare, mais il y a quelques notaires qui aiment bien ça, c'est l'utilisation d'un testament mystique, c'est-à-dire discret, caché, qui conserve les informations sous une enveloppe cachetée jusqu'au moment du décès. Il ne peut ouvrir par personne, c'est le notaire qui le sait. Bon. Ce que je recommande, c'est de ne pas forcément mettre les clés dans ces courriers-là, mais de donner un accès justement à une enveloppe par l'intermédiaire de cette enveloppe. Sinon, vous risquez de perdre vos crypto-monnaies ou vos enfants risquent de les perdre. C'est quand même dommage. Et transmettre directement à ses petits-enfants, tiens, est-ce que c'est une option intéressante? Alors, c'est non seulement une option, mais c'est une règle du jeu qui arrive de plus en plus, puisque quand vous avez 90 ans, vous avez des enfants qui en ont 60 et puis des petits-enfants qui en ont 30. Donc, on a très envie de pouvoir transmettre directement à ses petits-enfants. Donc, on peut faire de la donation transgénérationnelle, on peut leur donner à nouveau les 31 865 pour les donations, renouvelables tous les 15 ans. Mais l'idée, c'est peut-être de se dire, par exemple, j'ai un patrimoine immobilier, je transfère la nue propriété à mes petits-enfants,
petits-enfants, sauf que mes petits-enfants sont mineurs. Je n'ai pas envie, si je décède, qu'au moment où, si moi je conserve l'usufruit, ils deviennent pleins propriétaires, ils vont partir avec l'argent, ou ils vont ne plus travailler. Donc ce que je prévois, c'est bien de transmettre aux petits-enfants, mais mon usufruit, je vais le mettre réversible sur la tête de mes enfants, ce qui fait qu'à mon décès, ce sont les enfants qui auront l'usufruit et les petits-enfants auront la nue propriété. Et les petits-enfants aussi pourront transmettre la nue propriété à ce moment-là. Autre chose, c'est que si vous avez déjà donné usufruit du propriété d'une génération 1 à une génération 2, au bout de 15 ans, vous avez le droit de dire on recommence tout et on va passer tout de suite, non pas à la génération 2, mais à la génération 3, comme je viens de dire tout à l'heure avec cet usufruit réversible. Et ça, c'est intéressant parce que cette donation transgénérationnelle, elle vous permet de gagner une génération et ça évite évidemment un coût fiscal d'une génération à une autre. Et quand on souhaite transmettre des titres, pourquoi pas, tiens, est-ce qu'il y a des conseils à donner pour réduire l'imposition sur des titres qu'on souhaiterait donner à ses enfants? Voilà, au moment où on cède son entreprise, ou au moment où on cède un portefeuille, on peut se dire qu'on voudrait gratifier ses enfants. Aujourd'hui, le pire des choses, c'est vous mourrez, Ouais, c'est la pire des choses. et là, vous n'avez rien organisé. La pire des choses, ça serait même de dire je vends mes titres, vous payez la plus-value, et ensuite vous mourrez. Vous aurez payé l'impôt de plus-value et ensuite les droits de succession sur le résiduel. Donc vous pouvez avoir une solution intermédiaire qui est de dire je donne à mes enfants, vous purgez la plus-value. Vos enfants peuvent revendre. Vous avez le droit aussi de prendre à votre charge les droits, le cas échéant. Et à ce moment-là, vous donnez quelque chose, un produit qui est pur à vos enfants pour leur permettre, vous pouvez prévoir des donations avec charge pour qu'ils s'achètent un appartement ou autre chose. Bon, pour finir, quel conseil vous donnez aux familles qui nous regardent éventuellement pour mieux organiser cette transmission patrimoniale? Alors on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, ou peut-être pas assez fortement, mais communication. Quand on transmet, il faut communiquer. On ne dit pas à un enfant je fais ci, à un autre je fais ça, ou pire, ne rien dire du tout, on communique. C'est la communication. Jamais un père qui décide ou une mère qui décide ce qu'il va transmettre à ses enfants, c'est jamais remis en question si ces arguments sont développés. Je ne dis pas qu'ils sont bons, mais ils sont développés. Pourquoi je t'ai choisi pour recevoir ce bien-là et toi ce bien-là? J'ai le droit de le faire, je le fais. Ensuite, il faut planifier. C'est-à-dire que si je dis à mes enfants, c'est après-demain, ils ne comprennent pas. Surtout la génération d'aujourd'hui, vous les emmenez chez le notaire pour faire des donations-partage, ils y reviennent 10 fois, ils veulent comprendre ou à quoi ils sont engagés, est-ce que c'est un avantage de toucher de l'argent? C'est très pénible. Donc, communication et planification, et ça, vous êtes déjà sur une voie qui est correcte, si je puis dire. Allez, merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci Jérôme. Merci David.